Expérimentation en art et politique à Sciences Po. Elle dirige toujours. Elle nous reviendra sur des projets comme le théâtre des négociations, Network, qu'elle avait conçu avec Bruno Latour et Philippe Ken, et qui a rassemblé pendant une semaine au théâtre Nanterre-Amandier 200 étudiants, proposant une négociation alternative sur le climat. Elle reviendra aussi sans doute sur le terraformat, manuel et cartographie potentielle, qui est une magnifique publication. Donc nous avons la présence de Philippe Descola. Il est l'auteur d'énormément de choses. Je cite juste la composition des mondes, une écologie des relations. En janvier, je l'ai invité à faire une visioconférence pour l'Université du bien commun autour du dernier ouvrage qu'il a écrit avec Alessandro Pinocchi, Ethnographie des mondes à venir, qui est un ouvrage déterminant sur lequel on reviendra aujourd'hui, puisque ne serait-ce que parce que les auteurs appellent à des formes de délégation de la capacité d'agir des non-humains, qu'ils soient institutionnellement viables, mais qu'ils interrogent la nécessité de se doter d'institutions représentatives du mouvement émancipateur pour une jurisprudence de la Terre, ce qui est au cœur de notre rencontre aussi. Voilà, en ce qui me concerne, je vais démarrer un petit peu plus longuement pour poser la problématique sur laquelle j'ai travaillé et qui justifie aussi notre recherche et la présence de Frédéric et de Philippe. J'ai créé en 2002 Saint-Jean des hypothèses, qui est un collectif extradisciplinaire basé sur le co-autorat et qui a généré des dispositifs mobiles et contributifs tels que des camps en laboratoire, des équipes dans le main, les anarchies de la révolte, les anarchies de la migration, etc. Donc, à Saint-Jean des hypothèses, on investit des espaces socialisés pour y créer des micro-sociétés. Je résume, des micro-sociétés solidaires au sein de l'institution fictionnelle, opératoire dans le réel, selon des protocoles et des procédures d'ordre diplomatique. Ainsi, par exemple, en 2015, on a créé à Montréal le ministère des Affaires et Patentes humaines, animales, végétales et élémentaires, dont les habitants, les sans-abri et les autochtones sont les protagonistes à Montréal. Alors, en 2016, c'est la création de l'ambassade des communs, qui est une œuvre collaborative, selon le terme juridique employé, et elle a été réalisée dans le cadre de l'action nouveau commanditaire à la Maison des Arts de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je ne vais pas détailler la nature et les activités de cette ambassade. Il y a pas mal de films qui ont été faits là-dessus, mais l'ambassade des communs et sa communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices, qui sont des profs, étudiants, personnels de l'université, qui agissent tangentiellement à la vie associative et à l'organisation pédagogique liée aux usages habituels de la Maison des Arts, ces représentants de l'ambassade des communs développent ensemble et diffusent une culture des biens communs et du vivant, et bien entendu, ils la pratiquent. L'ADC a élaboré ses principes de gouvernance avec sa charte constitutive, approuvée par tous ceux qui l'intègrent, et sa charte de délégation par tous ceux qui vont l'activer sur le long terme, sans que je n'ai plus aucun contrôle sur son devenir. Outre la dynamique à instaurer l'ambassade des communs sur place, y compris en mobilisant des contributions extérieures, avec ses banquets solidaires, ses ateliers participatifs, ses pratiques d'entraide, ses zones de gratuité, c'est selon un art du prolongement qu'elle trouve ses extensions. Par exemple, l'ambassade s'est délocalisée à l'espace contexte de Belleville, puis au Square Rivoli à Paris,
pour organiser de grandes tables rondes mêlant les problématiques de l'art, des sciences et du droit. C'est à cette occasion que la juriste Marie Cornu m'a proposé de publier un article sur l'ambassade des communs dans le volume 2 du dictionnaire des biens communs. Et tout à coup, cette ambassade se trouvait inclue en tant que projet artistique apte à dialoguer avec le vaste corpus interdisciplinaire des recherches les plus avancées sur les biens communs. Une des hypothèses de départ que j'ai travaillé était que cette ambassade des communs à la Maison des Arts pourrait être le lieu d'un changement de paradigme vers des pratiques artistiques collaboratives et éco-responsables. Après, au gré de mes engagements à l'Université du bien commun, il y a eu entrelacement entre l'ambassade des communs et l'Université du bien commun, et ce sont les décentrements de l'ambassade des communs, ces déterritorialisations hors de son contexte initial, et surtout sa nomination ambassade des communs, qui m'ont amené à formuler l'hypothèse que cette ambassade échappe au champ artistique et mute dans le champ de l'éco-politique pour devenir une instance de représentation permettant à des structures, des associations, des militants, des chercheurs de fédérer leurs énergies et de parler en son nom pour la préservation et la défense des biens communs et du vivant. J'adhère complètement à la définition qu'Alexandre Pinocchi donne de l'institution. Il dit « L'institution doit être entendue dans un sens très large qui englobe l'ensemble des structures, implicites ou explicites, qui organisent la vie d'un collectif. Institution est prise dans le sens de structure collective, au sein de laquelle émergent, convergent et se stabilisent des subjectivités, des formes de vie et des imaginaires. Bien entendu, l'ambassade des communs est simplement un inducteur et pas le nom, si tant est qu'il en faudrait un, qui serait attribué à cette instance diplomatique potentielle dont l'intérêt est en débat aujourd'hui. L'Université du bien commun de Paris, qui est une de ces institutions sans statut et sans financement, est en lien avec beaucoup d'autres structures dédiées au bien commun, mais tout est atomisé dans un archipel qui rend compliqué la mutualisation des connaissances, des recherches et des actions. Comme nous le savons, il y a de nombreuses controverses sur la définition des communs et des biens communs, enjeu théorique que l'Université du bien commun s'emploie à éclaircir. Au niveau international, on emploie le terme de biens communs mondiaux, de communs naturels mondiaux, pour désigner les ressources naturelles qui échappent à la souveraineté des États, telles que les fonds marins, l'Antarctique, le climat, la diversité biologique, les forêts primaires. Ce qui est parfois nommé diplomatie de la nature ou diplomatie écologique conserve un point de vue majoritairement ethnocentré et désigne les conventions, comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en 1973, ou des sommets de Rio, etc., ou de congrès mondial de la nature, etc., et bien sûr les COP. Nulle référence n'y est faite au changement de paradigme opéré par l'attribution du statut de personnalité juridique à des entités naturelles ou à la vision perspectiviste des écosystèmes avec la prise en compte de leurs valeurs, de leurs besoins et de leurs intérêts. Cela m'amène à poser l'hypothèse alternative qui rejoint celle d'Alessandro Pinocchi et de Philippe Descola. C'est l'échelle réduite des territoires autonomes qui permet de trouver des solutions aux conflits d'usage sur un même territoire. Philippe Descola pourra nous dire si cette atomisation n'a pas un rôle limité dans l'élaboration de négociations et de stratégies diplomatiques en faveur des biens communs publics mondiaux essentiels à la vie des humains et des non-humains. Voici un peu résumé le fil de cette session qui inaugure une série d'auditions que je vais faire avec mes collègues de l'UBC au cours des 2 années à venir. Nous avons une chance inouïe d'avoir Philippe et Frédéric lors de cette première étape, car leurs recherches et leur expérience vont venir éclaircir cette problématique assez complexe. On pourrait dire que ce seraient les auditions pour la diplomatie des biens communs, en hommage aux auditions du Parlement de Loire, Le fleuve qui voulait écrire, ouvrage collectif proposé par Camille de Toledo,
fruit de 2 ans et demi d'audition, évaluée et validée par une commission instituante, elle-même utilisant la fiction instituante Parlement de Loire. Vous pouvez visionner sur le site de l'UDC la vidéo de l'entretien que j'ai fait avec l'ami de Toledo en mars 2021. Le Parlement de Loire est explicitement une suite à l'esquisse du Parlement des choses de Bruno Latour, dans lequel celui-ci formule son concept de dispositif diplomatique comme méthode de transformation du monde, qui a pour tâche de tenir compte du monde entier, du globe, comme de Monsieur Tout-le-Monde. Je ferme les guillemets. Bruno Latour parle d'entrer sur la scène diplomatique imaginaire, mais aussi de négociations contributives aptes à résoudre les conflits, enfin, en cas de cohabitation vouée à durer. Donc, évidemment, maintenant, je vais interroger Philippe et Frédéric. Frédéric, d'abord, toi qui as beaucoup travaillé avec Bruno Latour, peux-tu nous reparler de ce Parlement des choses, unitaire des négociations aux Amandiers Nanterre, et enfin, dans l'ordre, des auditions du Parlement de Loire auxquelles tu as participé? Merci Claire de ton invitation et de cette introduction. Je vous propose de plonger tout de suite dans le Parlement. Effectivement, on peut revenir à cette intuition de Bruno Latour, à la fin de n'a jamais été moderne, du Parlement des choses. Et je vais parler ce soir moins en philosophe que je ne suis pas qu'en mettant en scène, puisque peut-être le lien qu'on peut faire entre toutes les expériences dont tu as parlé, donc le Parlement des choses, le cadre des négociations, le fleuve, le Parlement de Loire, c'est cette question de pouvoir de la fiction. Ça va être un petit peu le fil directeur de ma manière de répondre. Mais d'abord, pour illustrer un petit peu ce que tu as dit et la problématique que tu as lancée, donc, ça serait quoi finalement une diplomatie de la nature qui ne soit pas cette fausse diplomatie ethnocentrée dont tu viens de parler? Nous avons fait une expérience. Quand je dis nous, c'est énormément de personnes. Je vais la dater un petit peu. Cette expérience, elle est lointaine. Vous ne l'avez peut-être pas vue. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça fait déjà 8 ans. C'était en 2015, l'année de la COP 21, si vous vous en souvenez. Qu'est-ce que c'est que ces COP? C'est ces grandes conférences sur le climat. On est habitué maintenant aux COP. Celle-ci se passait à Paris. Et Bruno Latour avait eu l'idée, avec Laurence Toubiana et également Philippe Ken, et nos étudiants de SPIP. On dit SPIP, pas SPEP, mais c'est cette école dont tu parlais, l'école des arts politiques, donc d'embarquer nos étudiants, des chercheurs, des collègues, des artistes, dans une expérience qui était finalement une fiction de diplomatie de la nature. L'idée était très simple, c'était, j'ai l'impression, rétrospectivement, d'essayer le Parlement des choses, d'essayer de le mettre en œuvre. Le Parlement des choses, c'était une scène imaginaire. C'est un moment philosophique de projection où Bruno imaginait de réunir tous les êtres de la nature, humains et non humains, autour d'une même table de négociation. Et ce qui m'a passionné, comme ça a passionné beaucoup de gens, on était plus de 300 dans l'expérience en 2015, c'est que brusquement, cette scène imaginaire, cette hypothèse philosophique, si vous voulez, a pu se matérialiser grâce au théâtre. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir quelle est la place du théâtre là-dedans. C'est un petit peu une scène intermédiaire, en quelque sorte, entre la proposition philosophique, entre l'hypothèse et l'institution rêvée, possible, d'un réel Parlement des choses, un jour. Alors pourquoi c'est une scène intermédiaire, le théâtre? Parce qu'on matérialise vraiment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pendant 2 ans pour, pendant une semaine, faire une performance, c'est-à-dire réunir 200 étudiants autour de la table des négociations, et ces étudiants devaient représenter des êtres de la nature qui normalement ne sont pas invités aux négociations climatiques. Donc on avait des représentants de l'Antarctique, des êtres en danger, des représentants des territoires en danger, des représentants aussi du pétrole qui devait rester dans le sol, on avait des représentants de certaines nations. Voilà. Donc ce qui était passionnant dans le processus, c'était la négociation sur la négociation, à quel point on a dû imaginer
d'élargir la table des négociations, de l'ouvrir en quelque sorte. Alors ça pose plein de questions qui vont être le sujet, je crois, de la discussion ce soir. On a eu beaucoup d'objections, on a eu beaucoup aussi de gens passionnés par l'expérience, notamment les étudiants qui ont été pour la plupart métamorphosés par l'expérience. On a eu beaucoup de critiques aussi. Mais je crois que toutes ces questions-là sont encore aujourd'hui vivantes sur, finalement, pour résumer, quelles sont les possibilités d'un élargissement de la représentativité. Quelles sont les possibilités, les conditions de possibilité philosophiques, politiques, esthétiques aussi. Parce que bien sûr, c'est là aussi que le théâtre entre en jeu, c'est-à-dire que comment on représente bien, à la fois esthétiquement et politiquement, les êtres de la nature. Comment on leur rend justice, comment on leur fait une place. Et ça, c'est une question qui, moi, par ailleurs, me passionne sur la question du théâtre du monde. Ce théâtre du monde qu'on a beaucoup laissé aux humains, comment aujourd'hui on le réouvre. Donc on voit bien que c'est une question qui est à la fois politique et esthétique. C'est vraiment une question de représentation dans tous les sens du terme. Je voudrais revenir sur un élément de ce que tu as proposé tout à l'heure, c'est la question des droits de la nature de façon plus générale, parce qu'il me semble qu'on est dans une période de transition, une période intermédiaire. Il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, si mes souvenirs sont bons, la Constitution de l'Équateur, qui est le premier pays à l'avoir fait, a accordé, a concédé dans son préambule les droits à la nature. Abstraitement, c'est voilà Pachamama, c'est-à-dire une traduction de la nature en quelque chose, une divinité totale qui n'a assez peu de rapport avec ce que nous entendons nous par la nature. Et alors les résultats ont été très mitigés, c'est-à-dire qu'il y a eu des groupes de pression qui ont porté plainte contre des destructions de certains environnements. Mais dans l'ensemble, il y a eu relativement peu d'effets, y compris dans la région que je connais le mieux, à savoir l'Amazonie de l'Équateur, où c'est considérablement développé à la fois les opérations orifères et la prospection pétrolière. Donc ça, c'est un premier moment qui est intéressant parce qu'il permet de concevoir qu'une abstraction comme la nature peut être titulaire de droit, et dont on voit comme relativement bien les limites, parce que c'est justement une abstraction. Et une abstraction peut difficilement avoir des droits, ou de personnalité juridique, il faut qu'il y ait quelque chose de concret pour que cette abstraction s'impose, en particulier un territoire. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec un grand nombre d'expériences, dont certains sont assez connus, comme la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, comme le Rio Atrato en Colombie, comme la rivière Magpie au Québec, le Mar Menor dans le sud de l'Espagne, où ce sont des milieux de vie à qui on a conféré une personnalité juridique, en général suite à des mouvements de mobilisation des populations qui occupaient ces milieux de vie et qui estimaient, je pense à juste titre, qu'en donnant une personnalité juridique à ces milieux de vie, ceci était mieux protégé. Donc c'est une deuxième étape, mais qui est encore, à mon sens, une étape transitoire, parce que ce que la personnalité juridique confère à ces milieux de vie, c'est le droit de se défendre, c'est le droit de ne pas être pollué, atteint, détruit, etc. Mais ça n'est pas encore la propriété d'eux-mêmes, c'est-à-dire la capacité à agir, et notamment à agir en justice, pour défendre leur intégrité en tant que propriétaire vis-à-vis d'humains. Or, ce mouvement qui me paraît probablement inéluctable, je pense qu'on va en venir un jour pas trop lointain à cette dimension-là, est intéressant parce que si c'est le cas, c'est-à-dire si un milieu de vie, un bassin versant, disons, un littoral,
devient propriétaire de lui-même, cela va engager des conflits avec des humains qui soit occupent ce territoire déjà dès l'origine, mais en général ce sont des populations autochtones qui l'occupent et qui ont tout intérêt à ce que ce milieu de vie ne soit pas défiguré ou dévasté, mais surtout avec des éléments extérieurs qui voudraient s'emparer au fond de ce milieu de vie. Et ceci vient, et c'est là qu'on revient à la question des biens communs, cela vient au fond comme un coup d'arrêt à un mouvement qui a commencé avec les enclosures en Angleterre, qui s'est répandu ensuite dans toute l'Europe, qui était la mercantilisation progressive des biens communs, des pâtures, des forêts, de l'eau, et maintenant de tout ce que l'on peut imaginer, comme que tu as cité tout à l'heure, notamment la connaissance, le climat, la diversité, etc. Ce mouvement n'a pas cessé, il continue encore. Tu as évoqué l'affaire des mégabassines, c'est-à-dire effectivement l'accaparement des ressources en eau par un petit groupe de propriétaires, et donc ce mouvement d'accaparement des biens communs qui n'a pas cessé en Europe d'abord et puis ensuite avec l'expansion coloniale, un peu partout ailleurs dans le monde depuis plusieurs siècles. Alors si l'on imagine qu'un milieu de vie est propriétaire de lui-même, à ce moment-là, le sens de l'appropriation, c'est-à-dire ce mouvement par lequel des humains, individuellement, collectivement, s'approprient des espaces pour transformer ces espaces en ressources, ce mouvement est non seulement stoppé, mais inversé, puisque c'est l'appropriation vient du bien commun vers les humains. C'est-à-dire que c'est le bien commun, le milieu de vie, qui devient non seulement propriétaire de lui-même, mais propriétaire des conditions d'existence des gens qui occupent ce milieu de vie. Alors ça me paraît une transformation anthropologique, conceptuelle, absolument considérable, qui vient, au fond, mettre fin, encore une fois, à des siècles de destruction des biens communs et à des siècles d'appropriation individuelle et collective des ressources. Je pense que s'il n'est pas impossible, on n'en est pas encore là, bien sûr, puisque parmi pour ce que j'ai vu en tout cas, des caractéristiques qui sont données à la personnalité juridique de ces milieux de vie, il n'y a pas l'idée d'une propriété d'eux-mêmes, qui ne sont pas conçus comme étant propriétaires d'eux-mêmes, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder, puisque, au fond, il y a eu une extraordinaire efflorescence de cas de ce type-là au cours des 15 dernières années, et il n'y a pas de raison que ça s'interrompe. Donc j'ai grand espoir que ça se poursuive, surtout que la plupart des cas que j'ai cités tout à l'heure sont le produit, effectivement, de luttes de populations locales, souvent des populations autochtones, contre la spoliation, contre la transformation et la destruction de leur milieu de vie, et que comme c'est un ferment extrêmement puissant pour susciter des solidarités, et à la fois à l'échelle locale, à l'échelle régionale, et susciter aussi des solidarités beaucoup plus larges pour défendre ces mouvements. Donc je suis plein d'espoir dans l'idée que ce qui a commencé comme quelque chose dont on a très peu parlé au départ, qui est cette idée que la nature a des droits, soit progressivement en train de se transformer vers quelque chose qui a des conséquences politiques et économiques beaucoup plus larges. Dans combien de temps ça se passera, je n'en sais rien, mais ce que je trouve intéressant dans des expériences de collectifs alternatifs comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est de voir que, indépendamment de toute entreprise de stabilisation juridique, l'idée qui est derrière des collectifs de ce type-là, c'est précisément de considérer que le lieu de vie qui s'occupe, que les humains occupent, leur est
d'une certaine façon, offert par une sorte de mouvement spontané qui vient du fait qu'ils arrivent à le protéger, ils sont arrivés à le protéger de la destruction de grands projets d'aménagement qui auraient fait disparaître sa spécificité. Autrement dit, cette formule classique que vous avez tous entendue, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, traduit, me semble-t-il, ce mouvement profond qui consiste à dire nous demandons au fond au milieu de vie qui nous accueille l'hospitalité, et cette hospitalité, nous essayons de la rendre en rendant possible le fait que ce milieu de vie soit protégé de toutes les atteintes et des dégradations en somme auxquelles il peut être soumis. Alors c'est peut-être très spéculatif, mais c'est en même temps, pour l'anthropologue que je suis, non pas un retour, parce que ce serait, il n'y a pas de situation historique qui soit directement transposable, mais l'évocation, en tout cas, de formes d'usage des milieux de vie qui est extrêmement commune pour nous, qui ont été observées par les ethnologues au fil des décennies, et dont les mécanismes sont assez bien connus. Tu as cité tout à l'heure Elinor Ostrom, qui dans sa critique de l'article de Harding de la tragédie des communs a bien mis en évidence quelque chose qui pour nous était allé de soi, pour nous anthropologues, allait de soi depuis longtemps, à savoir que Harding, qui est un écologue, en fait avait imaginé la destruction d'une ressource par un usage non contrôlé par des pâtures, par exemple, par des pasteurs, et ce qui était un argument contre les communs, alors qu'en réalité, partout où il y a des communs, il existe des droits d'usage, et des droits d'usage qui sont négociés par les utilisateurs. Et c'est encore le cas en Europe, dans les zones où il existe encore quelques communs, c'est-à-dire des zones d'estive, par exemple. Donc c'est une fiction complète, l'idée qu'un usage que des communs pourraient être hors de tout usage partagé, parce qu'il y a toujours des règles d'utilisation qui empêchent précisément la destruction de la ressource. Et bon, les anthropologues ont étudié ça dans différents domaines un peu partout dans le monde. C'est le cas pour les zones de pâture, par exemple. C'est un phénomène très classique dans de très nombreuses régions du monde. Je pense en particulier au Sahel, mais aussi en Asie centrale. On a des systèmes de cohabitation entre des populations sédentaires et des populations de pasteurs nomades qui s'arrangent pour utiliser à des moments différents les ressources, en particulier de faire pâturer des troupeaux itinérants après la récolte, évidemment, sur les chaumes, etc. Il y a un système extraordinaire en Iran qui maintenant a quasiment disparu et qui a été longtemps opérant d'une transhumance qui concernait 5 tribus parlant des langues différentes depuis le sud jusqu'au nord de l'Iran et qui se succédaient sur une même route de migration traversant des zones agricoles fondées sur des systèmes de négociation précisément extrêmement raffinés entre les différentes populations tribales de pasteurs nomades et les populations sédentaires. Donc des systèmes comme ça, on les connaît très bien. On connaît très bien aussi des systèmes qui permettent de protéger une ressource lorsqu'il y a eu un excès de ponction, notamment pour ce qui concerne la pêche, l'imposition d'un tabou sur certaines zones littorales lorsqu'il y a eu un excès de pêche. Donc tous ces phénomènes-là sont connus. Les humains se sont arrangés depuis très longtemps pour s'accorder précisément dans des usages réglés de milieux de vie qui partagent
avec parfois des techniques différentes comme celles que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a que dans le développement délirant du capitalisme marchand, du capitalisme industriel, que ces trésors de sagesse se sont dissipés au profit d'une exploitation effrénée des ressources et de leur destruction, effectivement, par excès. Voilà, c'est pour ça que je pense que la question alors, je n'ai pas encore parlé de la diplomatie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pour ça que je pense que la question de la personnalité juridique des milieux de vie est quelque chose d'important. Et dans cette deuxième partie, je faisais vraiment la figure de l'ambassadeur. Par exemple, lors des auditions du Parlement de Loire, j'y reviens, Catherine Larère pose la question: qu'est-ce qui fait un représentant? C'est celui qui a une relation avec celui qui le représente, dit-elle. C'est très simple, en fait. Ces auditions ont réuni à la fois des experts, comme tu le disais, des juristes, anthropologues, biologistes, philosophes, des représentants officiels, des collectifs de riverains et d'usagers, des associations environnementales, des pêcheurs et des agriculteurs. Est-ce pertinent maintenant, c'est moi qui pose la question, d'imaginer que tous ces individus et collectifs engagés pour la préservation des biens communs et du vivant ne soient plus seulement des représentants, mais des diplomates? Ces diplomates agiraient-ils en tant que subjectivité ou collectivement, ou encore sous l'égide d'une institution ou contre-institution potentielle? Dans son livre « Les diplomates, cohabiter avec les loups », Baptiste Morisot commence chacun de ses chapitres par les portraits de 14 personnalités ayant joué un rôle précurseur et spécifique en matière de relations entre l'humain et l'animal. Dans cette galerie des diplomates, qui tissent le fil de la réflexion, Konrad Lorenz, par exemple, est diplomate embarqué. Puis il y a le diplomate historiographe, le diplomate du génie animal, le diplomate montagne, etc. Le modèle narratif de Morisot construit une généalogie communautaire qui les rassemble. Dans le Parlement de Loire, il y avait aussi des artistes, comme Frédéric, et bien entendu l'écrivain Camille de Toledo. C'est en tant qu'artiste diplomate et double ambassadrice que je pose avec vous ces problématiques où traducteurs, pisteurs, enquêteurs, mandataires, fondés de pouvoir, végétaux et animaliers, autant comme ça que tout le monde les appelle les uns et les autres, sont autant d'ambassadeurs potentiels des milieux de vie. J'ai déjà évoqué le rôle qu'a joué l'ambassade des communs dans l'élaboration de cette session, et c'est maintenant vers l'ambassade de la métanation que je me tourne. L'ambassade de la métanation a été créée en 2018 au Festival Orbis du Centre Pompidou, en collaboration avec Monica Espina et Match au Théâtre. Elle dispose à ce jour de plusieurs chargés d'affaires diplomatiques et de 750 représentants qui, depuis leur propre subjectivité, pollinisent les valeurs humaines, animales, végétales et élémentaires de la métanation. La métanation s'autodéfinissant elle-même au fur et à mesure de la croissance de sa communauté. Elle a aussi son ambassadeur animal, le renard, qui s'est d'abord adressé à l'ambassade car il était lassé de son image cliché de prédateur pernicieux et d'organisme nuisible. En tant que corps diplomatique, l'ambassade a fait du renard son emblème pour mener sa vie transfrontalière. Au cours de ses voyagements, le renard livre des indices sur ses comportements et sur ses congénères, sur les techniques de pistage et la traque, et sur les astuces pour déjouer les pièges humains. Le renard, c'est notre loup. Il se sert de son intelligence diplomatique pour initier des palabres interespèces et improbables, ici, là et ailleurs. Il accompagnera la délégation polyglotte des ambassadeurs et des ambassadrices à Beyrouth au printemps prochain, dans l'objectif de découvrir des milieux de vie spécifiques et de recueillir des récits de nombreux Libanais à l'aide du kit Métanation interactif qui induit des situations d'échange, de questionnement et de partage de connaissances autour de l'entraide, de l'Ubuntu,
les méduses de l'océan, l'hospitalité, l'écoféminisme, la biodiversité, le matsutake, le moustique, ou le loup-garou diplomate, ou même le jardin planétaire. Ces individus rencontrés deviendront à leur tour des représentants de la métanation, après avoir reçu le document métanational, qui est un document de désidentification, obtenu sans autre critère que d'avoir participé au rituel d'intégration et qui engage juste à être fier de le détenir. Ce qui n'empêche en aucun cas de s'entraîner à descendre en permanence ses points de vue, notamment d'avoir à l'endroit des non-humains les égards les mieux ajustés, selon la jolie formule de Baptiste Morisot qui écrit « La relation diplomatique consiste en une négociation pour résoudre sans violence les problèmes de cohabitation entre communautés. Elle exige un terrain d'entente, des interprètes, un langage commun et des moyens de pression. Le problème est d'établir par mission diplomatique un contact pour converser avec l'étranger, c'est-à-dire au moins établir une communication, faire passer un message, lui signifier des limites. Animaliser la politique, c'est ça que j'appelle la diplomatie, dit encore Morisot. On a besoin d'individus capables de s'hybrider, des humains qui sont capables d'accéder aux formes de la politique animale, et ce sont les diplomates. Ils doivent être compétents et bien parler la langue, celle des limites d'usage du territoire. Pour bien parler cette langue, l'ambassadeur doit avoir fait un travail d'enquête sur les usages et les conflits des territoires communs. C'est ce à quoi vous vous employez l'un et l'autre, Philippe et Frédéric depuis longtemps, en tant qu'ethnologue, et Frédéric avec zone critique, qui renvoie à cette mince pellicule superficielle de la terre et de l'eau, le sol, le sous-sol et le monde du vivant interagissent avec les publications telles que Puissance de l'enquête et surtout Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Alors j'aimerais déjà que tu nous en dises un peu si ces expérimentations artistiques, scientifiques et politiques que tu mènes avec les étudiants du SLIP font de vous en quelque sorte des diplomates. Je voulais rebondir sur un terme qui est revenu plusieurs fois dans ce que tu viens de nous dire, c'est la question de la langue. Tu parles de diplomate, et puis en fait on entend derrière ambassadeur, et puis on entend traducteur, et on entend bien parler. D'ailleurs c'était intéressant dans la citation de Baptiste Morisot que tu nous as donnée, à quel point cette question de savoir parler, savoir bien parler est essentielle. Je voulais repartir de ça, de cette question de la langue, parce qu'en fait, c'est une objection qui a été faite à la fois au théâtre des négociations et au Parlement de Loire. Dans Parlement, d'ailleurs, on entend encore parler, parlementer. Comme si finalement cette question de la parole était vraiment au cœur de toute opération diplomatique. Quelle est cette objection qui va me permettre d'essayer de te répondre avant d'en arriver à Terraforma? L'objection, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qui vous permet de parler pour? C'est vrai, qu'est-ce qui vous permet de parler pour les océans, de parler pour les non-humains, ou de même parler avec eux? Qu'est-ce qui vous permet de les représenter? Et Camille de Toledo, dans son livre, donc Le fleuve qui voulait écrire, a une très belle réponse que je lui emprunte. De même que je lui emprunte, d'ailleurs, j'y pensais quand je t'entendais, Philippe, il parle d'un soulèvement légal terrestre, qui est une belle formule pour parler de ce mouvement. Et donc, il dit, voilà, on ne parle pas à la place, on ne parle pas pour, mais finalement, on parle avec. Et l'extension du domaine diplomatique, l'extension, cet élargissement de la scène politique, elle est possible à partir du moment où on accepte d'élargir la scène linguistique, la scène sémiotique. Et ça me paraît important à apporter dans ce soir, de dire finalement, nous ne sommes pas les seuls à parler. On ne parle pas à la place d'être muet, c'est juste que nous n'avons pas la même langue qu'eux. Et cette extension du domaine linguistique, en tout cas sémiotique, c'est l'idée que tous les êtres vivants produisent des signes. Il y a une sémiose du vivant. Et à partir de là, on voit bien que la question
de la diplomatie est avant tout une question de traduction. Comment on s'équipe pour, comme disait Bruno Latour, comment on s'équipe pour entendre cette langue des autres qu'humains. Donc les scientifiques font partie de ceux qui traduisent d'une certaine manière, et les artistes aussi, et tous les gens qui vivent avec ces êtres-là et qui ont développé des compétences de lecture, d'écoute, de compréhension de ces autres langues. Voilà. Et je trouve ça assez, en tout cas quand j'ai lu cette réponse à l'objection qu'on me faisait chez Camille, j'ai trouvé ça assez intéressant de dire voilà, il y a une extension effectivement de la scène linguistique. Le langage est partagé, donc on peut parler avec, on peut parlementer. Alors bien sûr, c'est difficile. Comment on parle avec les baleines, comment on parle, voilà. Mais comment se rendre sensible à ces écritures ou à ces langues terrestres. Et c'est cette réponse à l'objection qui me permet de te répondre à ta deuxième question sur Terraforma. Alors, qu'est-ce que c'est que Terraforma? C'est un drôle de livre, un drôle de petit livre que j'ai fait avec une ancienne étudiante justement de SPIP et une architecte et une autre de ses collègues architectes, Alexandra Arène et Axel Grégoire, avec cette idée en tête. Essayons de nous équiper pour lire les autres qu'humains. Essayons de noter, de développer des systèmes de notation. Un petit peu, vous savez, comme quand on a essayé de commencer à noter la danse, la musique contemporaine. Il a fallu qu'on invente des codes, des langues, des notations nouvelles. On s'est beaucoup servi d'ailleurs, évidemment, des outils d'architecture, des outils d'histoire des sciences, des concepts qu'on est allé emprunter, voler un peu chez notre ami Emmanuel Ecoccia, comme le concept de point de vie. Voilà, on s'est équipé conceptuellement, et puis aussi on s'est équipé, je dirais, graphiquement. Emmanuel est là, donc c'est lui qu'il faut nous demander. Le point de vie, c'est l'idée géniale qu'il faudrait remplacer le point de vue, c'est-à-dire cette obsession optique qu'on a pour représenter le monde, par le point de vie, c'est-à-dire partir de chaque vivant qui serait capable d'inclure en lui-même l'intégralité du monde. Et nous, ce qu'on a fait dans Terraforma, c'est d'essayer de dessiner ça, de dessiner le point de vie, et puis surtout de pousser cette idée en disant, mais si on faisait des cartes, non pas avec un point de vue, mais avec un point de vie, à quoi elles ressembleraient? Et c'est là que j'en arrive à cette histoire de notation et d'écriture terrestre, puisque finalement, si on accepte l'idée, qui est aussi un renversement anthropologique très puissant, comme disait Philippe, que l'espace n'est pas un contenant dans lequel il y aurait des vivants, humains et non humains, mais que l'espace est constamment produit par les vivants, c'est cette idée fondamentale apportée par la biologie, la philosophie contemporaine. Eh bien, comment on représente cet espace produit par les vivants? Comment on représente cet espace produit par les points de vie? Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné des paysages vivants produits par les points de vie. Donc, ça paraît très abstrait comme ça serait plus simple si je pouvais vous les dessiner, ou vous les danser d'ailleurs, parce que ça se danse, ces points de vie. C'est des cartes qui se dansent, c'est des cartes en mouvement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un lien pour moi entre cette question de l'élargissement de la représentation politique, l'élargissement d'une attention aux autres manières d'écrire le monde, et puis, évidemment, la nécessité de produire des nouvelles formes, que ce soit des formes théâtrales. Tu as parlé de ma compagnie de théâtre, Zone Critique. On a travaillé pendant près de 20 ans, une bonne quinzaine d'années avec Bruno Latour, autour de ces expériences pour essayer, le théâtre des négociations en est une, mais on a d'autres, pour essayer de faire une place sur la scène du monde aux autres vivants. Et puis Terraforma, qui est plus de l'ordre de l'expérience cartographique, où on essaye d'écrire autrement cette sémiotique commune des vivants sur Terre. Frédéric a très bien parlé des difficultés de mettre en œuvre une véritable
négociation diplomatique, c'est une chose à laquelle les anthropologues sont habitués, puisque au fond, une conversation diplomatique suppose qu'il y a, avant même que des gens se réunissent autour d'une table pour discuter des positions des pays qu'ils défendent, une sorte d'accord préalable sur la forme de la table, sur le statut des gens qui vont discuter, sur la langue qu'ils emploient, etc. Et donc depuis qu'il y a des négociations diplomatiques, ces choses-là ont toujours eu cours. Et là, nous tombons tout d'un coup dans l'inconnu, comme tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de table, il n'y a plus de langue commune, il n'y a plus de formation que les uns et les autres partagent en termes de capacité de convaincre, de représenter des points de vue. Il faut tout inventer. Il faut tout inventer, je crois que tu l'as bien dit, c'est des questions de circulation de signes. Et pour que ces signes circulent, il faut être capable de les déchiffrer. Cela suppose donc, comme c'est le cas dans les négociations diplomatiques ordinaires, une connaissance assez approfondie, c'est ce que font les diplomates qui sont aussi des espions, des manières de faire, des manières de vivre, des êtres avec lesquels on discute. Et cela suppose effectivement de dépasser le langage symbolique et notre privilège, d'une certaine façon, humain, pour employer d'autres formes de circulation de signes, qui sont des signes, si on prend la tripartition de Peirce, qui sont à la fois des signes iconiques, c'est-à-dire des images, et des signes indiciels, c'est-à-dire des signes qui signifient par contiguïté. Et ces signes-là sont des signes qui sont employés par les non-humains précisément, dans certaines circonstances, et qu'il faut pouvoir mobiliser d'une certaine façon. Alors on ne va pas se mettre, encore que, quand tu parlais de renard tout à l'heure, j'ai eu l'immense privilège de passer toute la période de confinement dans une maison isolée dans le sud-ouest de la France, et un matin, j'ai entendu une pie qui cacardait, si mes souvenirs sont dans cette terme qu'on emploie, furieusement, et elle était plantée devant le potager, et elle insultait copieusement un renardeau qui était en face d'elle. Le renardeau était assis, assez placide, et regardait la pie fixement. En fait, il y avait une compétition entre les deux. Je ne pense pas que le renardeau voulait manger la pie, ça aurait été très compliqué pour lui, mais les deux voulaient accéder au potager. Et là, il y avait un conflit diplomatique, si je puis dire, entre les deux, et qui s'exprimait devant le témoin humain qui les regardait, et qui l'interprétait de cette façon-là, et c'était probablement le cas. Je pense que nous sommes confrontés constamment à des situations de ce genre-là, que nous avons du mal à interpréter, faute des connaissances éthologiques, botaniques, qui sont nécessaires, au fond, pour maîtriser ces situations diplomatiques. Cela dit, je pense qu'il est important effectivement, les différents types de diplomates que Baptiste Morisot évoque, c'est une idée importante, parce que je pense qu'il faut maintenir cette radicale altérité des non-humains. Nous n'avons cessé de les anthropocentriser, de les anthropomorphiser, et en fait d'essayer de les rapprocher de nous en leur prêtant des affects, des façons de faire qui sont interprétables dans nos propres termes, et peut-être pas assez en prenant acte de leur radicale altérité précisément, et laquelle doit être, à mon sens, maintenue pour qu'il y ait véritablement une négociation diplomatique. Il y a la question, par exemple, de l'attachement en tant qu'anthropologue. Bon, tu parlais du fait qu'effectivement, on parlait des achats,
attachement tout à fait, presque naturalisé de leur culture aux éléments naturels. Alors, est-ce que, s'il y a cet attachement, est-ce qu'on est des diplomates, ou alors c'est parce que dans notre culture occidentale, on a besoin d'être diplomate, parce qu'on n'a pas cette culture de l'attachement au milieu de vie? Alors les Anchois ou d'autres populations amazoniennes, en Sibérie ou ailleurs, ont cet immense avantage de la possibilité de négocier directement avec les animaux et les esprits. Ça ne nous est malheureusement pas spontanément donné. C'est-à-dire lorsque un Anchois reçoit la visite en rêve d'un plant de manioc sous forme d'une jeune fille qui se plaint, c'est une femme qui reçoit d'ailleurs ce rêve, qui se plaint d'avoir été plantée trop près d'une plante vénéneuse dont on se sert pour la pêche à la livrée et qui allait donc empoisonner. Il y a une négociation possible, c'est-à-dire que, puisqu'effectivement, ce plan de manioc demande à être traité avec plus d'égard qu'il ne l'est en temps ordinaire, ou lorsque la sœur va rêver qu'un singe laineux vient lui rendre visite pour lui fixer un rendez-vous, c'est effectivement une façon facile d'établir ce genre de lien. Je pense que ça nous est difficile maintenant de le faire sous cette forme-là, sans compter que au fond, les autres humains avec lesquels nous sommes en contact sont d'une diversité beaucoup plus grande du fait des savoirs que la biologie nous apporte, et donc la négociation avec un virus, par exemple, en rêve devient difficile à imaginer. Le problème de ce que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette façon de percevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains qui s'est mise en place il y a quelques siècles en Europe et qui s'est ensuite répandue ailleurs dans le monde, le problème du naturalisme, c'est qu'il y a une façon de stabiliser des perceptions et des préjugés qu'il est très difficile de surmonter. Et on ne peut pas les surmonter, je pense, en revenant à une perception animiste, parce que cette perception animiste, elle est adaptée à certaines circonstances, mais pas aux circonstances qui nous sont communes. C'est difficile de négocier avec un glacier en rêve, par exemple, de discuter avec les ennemis des non-humains, avec donc il y a un énorme effort d'imagination. C'est pour ça que je pense que il y a deux domaines qui sont pas suffisamment enseignés, en particulier dans l'enseignement secondaire, et qui sont au fond des problématiques du rapport à l'autre, qui sont l'écologie scientifique et l'anthropologie, c'est-à-dire des manières de comprendre que nos façons de faire, nos façons d'être ne sont que qui nous paraissent universelles, ne le sont pas, et qu'il y a d'autres moyens d'entrer en relation avec les autrui humains et non humains que ceux qui nous sont familiers. Un chapitre justement de ethnographie des mondes à venir est intitulé Diversité. Diversité dans ce chapitre, c'est où l'on représente la diversité comme seule valeur réellement universalisable. Et c'est pourquoi une cosmopolitique nouvelle, écris-tu, pourrait prendre la forme d'un archipel mondial, État sobre, et fonctionnant selon le principe d'une démocratie continue
c'est-à-dire établie sur la participation personnelle des citoyens à l'action publique. Des États qui abriteraient ici et là, en leur sein, un tissu de communes égalitaires, éventuellement organisées autour de la défense des communs, ayant statut de personne morale. Une telle idée de cosmopolitique, qu'Isabelle Stengers a d'ailleurs bien théorisée, résonne évidemment fortement avec l'idée de métanation, qui serait le passage vers l'au-delà du peuple, vers la figure d'un peuple pluriel déployant un autre horizon du monde où toutes les formes de vie apprennent à cohabiter. La métanation pourrait être cette transition dans laquelle vient se rompre toute figure d'unification planétaire ou de coappartenance transnationale. En fait, elle serait le mouvement vers une cosmo-citoyenneté inclusive des non-humains. C'est décidément un état polyglotte et intermonde où dans la traduction tout est tricoté serré, dit le vice-consul de l'ambassade de la métanation. En captant les fictions déjà constituées de nations, d'états-nations, de peuples, nous les avons transformées en une fiction potentielle, la métanation. Et ensuite, nous avons capté l'institution diplomatique, ambassade, dont nous avons doté la fabrique d'imaginaire qu'est la métanation, pour qu'elle dispose des outils collectifs, dispositifs spatialisés, chartes, protocoles et gouvernance, et pour décomposer et recomposer des mondes, et acquérir potentiellement des capacités d'influence, voire des pouvoirs instituants. Parmi ces outils, il y a les anarchives de la métanation, l'ensemble des procédures et des activités de l'ambassade étant compilées et enregistrées, ce qui ancre ces valeurs dans l'imaginaire social et peut-être en partie dans le réel. En fait, l'ambassade aimerait apporter sa contribution à l'événement d'une communauté biotique qui dépasse l'universel humain et l'inclus, que Morisot appelle de ses voeux, j'allais dire pas que lui. Avec Alexandre Pilecki, vous évoquez, Philippe, l'importance de terres communalistes qui, à terme, contribueraient à convertir les milieux de vie en sujets politiques et à faire reconnaître une personnalité juridique aux milieux de vie dans lesquels les humains seraient désormais hébergés et non l'inverse. Et vous précisez qu'il est nécessaire de définir un protocole d'expérience et une institution capable de suivre le déroulement de ces relations inédites induites par ce point de vue biocentré et d'en tirer les conclusions. Vous appelez à imaginer des formes de délégation de la capacité d'agir des non-humains qui soient institutionnellement viables. Et vous écrivez que pour constituer les géoclasses, ces solidarités à construire entre humains et non-humains, il faut aller vers une sorte d'international anticapitaliste interespèce. Comment donner consistance à l'hypothèse que certains types de territoires étant parvenus plus ou moins à s'autonomiser pourraient se coordonner à grande échelle, indépendamment des frontières des États-nations. Camille de Toledo propose de modifier les institutions par le biais d'un parlementarisme étendu à des assemblées mixtes, délibératives et inclusives, de la voie des éléments naturels qui auraient acquis le statut de personnalité juridique. Et donc, quel type d'institution à vocation diplomatique et cosmopolitique pouvons-nous envisager? C'est une vaste question, mais il y a déjà une solidarité internationale entre les territoires alternatifs, les communautés alternatives. Il y a constamment dans les ZAD en France des visites d'autres ZAD européennes ou bien de représentants des Caracoles de Chiapas ou bien des communes autogérées du Rojava, c'est-à-dire qu'il existe déjà un tissu de solidarité de ce type-là. Et ce que on évoquait avec Alessandro Pilecki dans ce livre aussi à propos des géoclasses, c'est d'utiliser les formes de domination qui sont exercées à l'encontre des humains et des non-humains par des systèmes qui les oppriment simultanément pour former des réseaux de solidarité transnationaux plus efficaces.
c'est la situation en Amazonie où une partie du milieu, pas tellement la forêt d'ailleurs, mais encore en partie la forêt, mais surtout les zones de cerrado, de savane, sont transformées en culture de soja. C'est une partie donc des populations autochtones de l'intérieur du Brésil sont dépossédées par des grands propriétaires terriens de leurs terres, donc ça fait des gens qui sont profondément spoliés. Il faut rappeler aussi que pour l'Amazonie, l'Amazonie n'est pas une forêt vierge. L'Amazonie est un milieu qui a été profondément transformé par l'occupation humaine depuis des milliers d'années, du fait des façons culturales, c'est-à-dire l'horticulture sur brûlis, elle suppose non seulement la domestication d'un certain nombre de plantes, une cinquantaine de plantes qui ont été domestiquées dans cette région du monde, mais aussi la transplantation de plantes sauvages ou sylvestres dans les jardins, ou la conservation de ces plantes sylvestres lorsqu'elles adviennent naturellement, qui fait que lors de l'abandon d'un jardin par les Amérindiens de 5 ou 6 ans, ou 8 ans, ça dépend de la nature des sols, la régénération, la forêt de recrue, en somme, qui va coloniser le jardin, va épargner les plantes sylvestres qui ont été transplantées et faire disparaître les plantes cultivées. Si on imagine un phénomène de ce type-là qui se reproduit au fil des générations, des siècles et des millénaires, ça veut dire que la composition floristique de l'Amazonie a été profondément transformée au fil du temps et que donc, à taux de diversité, de biodiversité égale, dans les régions qui ont été même parfois intensivement occupées par les humains, il y a une plus grande biodiversité utile aux humains qu'ailleurs. Donc c'est pas une forêt vierge, c'est une sorte de méga jardin. Donc quand je parle de spoliation, c'est non seulement effectivement la destruction d'une forêt qui est un milieu de vie pour les Amérindiens, mais c'est la destruction d'un paysage, d'un écosystème particulier qui a été façonné par les Amérindiens et transformé en système de monoculture, essentiellement du soja. Donc, qui est victime là-dedans? Les Amérindiens, bien sûr, les ouvriers agricoles qui travaillent au défrichement et à la plantation du soja. Ces exportations de soja viennent en Europe pour nourrir nos animaux et donc aboutir à des formes de production industrielle, en particulier des porcs et des bovins, qui dans des conditions d'élevage qui sont dramatiques et qui impliquent par ailleurs des formes de transformation de la viande dans des usines de la viande qui sont caractéristiques en particulier de l'ouest de la France, avec des effets de la pollution des sols par les nitrates. Donc on voit l'ensemble des solidarités possibles entre des Amérindiens qui ont été possédés de leur terre, des ouvrières de Fleury-Michon et tous des gens qui sont dans les nappes phréatiques qui ont été détruites ou contaminées par les nitrates. Ça fait une géoclasse assez... c'est pas du tout une abstraction. Donc ça, c'est un point de départ dans les luttes. Quelle forme peut prendre ces solidarités? On l'a évoqué tout à l'heure. Moi, je vois plutôt, quand je parlais il me semble que les luttes doivent se placer sur plusieurs niveaux simultanément. On parlait d'État sobre et démocratique. Sobre, c'est-à-dire ayant renoncé à l'exploitation effrénée des ressources fossiles, d'une part, et démocratique au sens d'une démocratie participative et non plus représentative, c'est-à-dire dans laquelle les citoyens
jour le jour aux décisions collectives. L'existence de ces États est nécessaire, me semble-t-il, qui sont donc des États assez différents des États capitalistes ou totalitaires que nous connaissons actuellement, pour le maintien de certaines institutions internationales qui, ne serait-ce que le monitoring du climat, par exemple, les accords possibles à l'échelle internationale, même des formes de protection des populations civiles, combinées à des collectifs autonomes qui se développent dans les marges de ces États et qui peuvent constituer d'une certaine façon à la fois des contre-exemples et en même temps des zones de refuge. Alessandro Pinocchi et moi avons été très influencés par les travaux de Scott sur l'Asie du Sud-Est qui montrent comment depuis des siècles et des millénaires au fond coexistent dans cette région du monde des États qui sont en général des États qui sont des royaumes, des plaines rizicoles, et puis des populations montagnardes, des collines, des hauts plateaux, qui sont en général des populations égalitaires et qui servent de zone refuge aussi à ceux qui, dans les plaines, essayent d'échapper à l'État. Donc c'est un rapport dialectique entre les deux, les États cherchant à contrôler, mais pas complètement, ces zones périphériques, parce qu'elles sont utiles pour les États, et en même temps, les zones périphériques qui ont intérêt aussi à commercer avec les États. Ce genre d'équilibre est intéressant et c'est peut-être une façon de concevoir ce qui serait des formes d'équilibre entre des États assez différents de ceux que nous connaissons et des communes, des collectifs du type de ceux que nous connaissons à l'heure actuelle avec les Alpes. D'abord, j'étais frappée par le terme de classe. Géoclasse, tu disais, Philippe, qui rappelle les classes sociales de Bruno, bien sûr, avec cette complexité que vous notez tous les deux de réunir des types de personnes humaines, même des types de vivants très séparés, très hétérogènes. Et ça, quand même, ça reste pour moi un énorme écueil sur comment on fait alliance, puisqu'il s'agit de ça. L'international, c'est faire alliance. Et l'international interespèce encore plus. Et là, je peux juste revenir au petit exemple du début sur le thème des négociations. C'était fondé sur l'hypothèse qu'à l'intérieur de chaque délégation, il y avait des humains, des non-humains, des scientifiques, des politiques et des représentants des industries. On allait oser mettre tous ces gens-là dans un moment qui ne sont pas vraiment réunis. Et l'idée de Bruno Latour, c'était de se dire les délégations vont exploser et il y a des alliances qui vont se faire entre, justement, les territoires en danger, certains peuples, toutes ces classes géosociales dispersées qui vont se réunir. Et l'idée, c'était qu'on allait enfin voir les lignes de front. Le vocabulaire, là, est quand même assez martial. Ça n'a pas marché, parce que bien sûr, c'est très compliqué de dessiner ces lignes de front. Et pour l'instant, j'en reviens à cette question qui moi m'intéresse, de comment on représente, à quoi ressemblent ces géoclasses. Comment tu fais le lien, Philippe, j'ai envie de te demander, entre ces géoclasses et les classes géosociales du mémo de Bruno et de Nicolai, et comment on les constitue. Je crois qu'on en est là, c'est vraiment cette question des alliances. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'était, il y avait le mot classe dedans aussi, mais c'était Camille de Toledo qui disait dans son livre, dans l'intro du livre, il ne faut pas laisser la politique à une classe
sans imagination. Alors la classe sans imagination, c'est peut-être la classe politique aujourd'hui, avec cette idée que je trouve très forte, en fait, en tout cas moi qui m'anime, qui est qu'il y a une partie de la réponse potentiellement qui passe par l'imagination, on l'a dit, mais par des formes artistiques. Et donc je ne sais pas si on peut vraiment pas communiquer avec les non-humains par des intermédiaires que sont certaines œuvres d'art, certains rituels. Est-ce qu'on n'a pas à l'intérieur de notre monde occidental des manières finalement quand même de parler avec, d'échanger? On est beaucoup moins habile bien sûr que les gens que tu as étudiés, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des manières quand même pas de se réensauvager, mais en tout cas de se réhabituer à parler avec par des formes? Parler des fictions, revenir sur la question de la fiction instituante. Oui, peut-être un dernier point là-dessus. Vous avez tous les deux dit que nos mondes contemporains occidentaux reposaient sur des fictions, et c'est important de le rappeler, de se dire que la séparation entre les objets et les sujets, c'est une fiction en quelque sorte, que l'idée d'un espace étendu, inerte, c'est une fiction. Et là, moi, je me suis beaucoup intéressée récemment, mais à l'idée que notre cosmologie serait fondée sur ces quelques fictions. Et là, je regarde d'un œil inquiet Philippe, notre maître en cosmologie. Mais si on accepte l'idée que la cosmologie naturaliste dont tu parles est fondée sur quelques-unes de ces fictions, on n'en a jamais parlé, mais j'aimerais en parler avec toi à l'occasion, on peut effectivement se dire qu'on pourrait, ces fictions-là nocives, on pourrait les retourner, on pourrait repenser nos structures élémentaires et implicites de répartition des forces du monde par d'autres fictions, par de nouvelles fictions. Et dans ces cas-là, ce n'est pas du tout des fictions au sens négatif du terme, c'est des fictions comme outils de transformation du réel, et je crois que c'est ce que tu fais déjà, Claire, dans ton travail. Donc voilà, comment on produit des fictions dont le but explicite est de s'inscrire dans la réalité à terme, de diffuser en quelque sorte. C'est aussi l'usage que fait Donna Haraway. Donc il y a la fiction instituante, c'est aussi le terme de Camille de Toledo, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et finalement, théâtre des négociations, pour moi c'était ça, c'était une fiction, un passage par la matérialité du plateau de théâtre pour instituer, non pas une utopie, au contraire c'est très situé, c'était pour instituer un effort comme ça d'alliance entre des êtres, un effort de constitution de cette fameuse classe géosociale qu'on rêve tous. Oui, je pense que la question, je n'emploierai pas tellement le terme fiction que le terme de récit, d'ailleurs, est absolument fondamental parce que les cosmologies sont fondées sur des récits et qu'on ne vous les enseigne pas, on les absorbe progressivement au cours de la socialisation parce qu'on entend des adultes, quand on est enfant, expliquer tel ou tel aspect du monde. Je pense penser qu'il y a des esprits dans le monde, ça suppose, pour un hachoir ou pour des populations en Amazonie ou ailleurs, d'avoir entendu beaucoup de récits par des adultes, de rencontres dans certaines circonstances d'esprits qui sont définis par des indices qui permettent de déceler cette présence, de sorte que quand un enfant quand il sera un peu plus âgé, qu'il sera confronté à ces indices, les récits seront là pour lui confirmer au fond son interprétation. Et chacun d'entre nous fait ça, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va sélectionner des éléments du monde qui sont plus ou moins pertinents en fonction des indices qu'il a reçus au cours de sa socialisation. C'est pour ça que je pense que l'éducation joue un rôle fondamental. Et alors ça peut passer par des fictions, mais ça peut passer aussi par des récits alternatifs qui nous incitent à prêter attention à des choses auxquelles on ne prêtait pas attention auparavant. Ces récits doivent être, cohérents les uns avec les autres. Ce que je trouve intéressant avec cette idée, c'est plusieurs choses.
Et ça, tous les philosophes qu'on lit, tous ici le disent, c'est une crise de la sensibilité, notre affaire. Et donc il faut essayer de trouver d'autres moyens de se rendre sensible. Et se rendre sensible, c'est pas que de regarder, évidemment. Comme on le sait, depuis le XVIIe siècle, cette focalisation sur le regard. Et donc se rendre sensible, ça peut vouloir dire jouer, effectivement. Et là, le théâtre, alors je viens de là, donc je suis un petit peu biaisée, mais effectivement, on parle avec les dieux, on parle avec les morts, on peut incarner un être non humain, on peut, voilà. Le théâtre sait faire ça depuis très longtemps, en fait, depuis les Grecs au monde. Voilà, donc il y a cette idée qu'on est en train de redécouvrir un peu des choses très anciennes pour se rendre sensible. Et puis l'autre chose dont vous parlez, que j'aime beaucoup, personnellement, c'est l'idée de la fête. C'est l'idée de... Parce qu'on parle du sujet grave, on parle du sujet sombre, on peut prendre un air très sombre, et voilà. Et puis il y a aussi cette idée que finalement on a aussi besoin de nouveaux moyens de se connecter. C'est un peu, voilà. C'est quoi la contagion post-épidémie, voilà, pour dire. Et il me semble que cette joie dont vous témoignez, que vous imaginez comme préalable à toute négociation, pourrait être une assez belle hypothèse à partager avec les ambassadeurs, négociateurs de nos différentes assemblées. On disait tout à l'heure, voilà, il y a eu des constitutions de cosmologie moderne, Philippe les a beaucoup étudiés. Il y a un moment, il y a eu quelque chose qui s'est figé. Il y a eu une mainmise sur le monde avec une certaine manière de le décrire, de le représenter, de le concevoir. Et au moment même où toutes ces choses-là vacillent, on a envie d'inventer des nouveaux cosmogrammes, j'ai envie de dire, des nouvelles manières de représenter le monde. Et donc votre question, elle est légitime. Est-ce qu'on ne va pas à nouveau refiger? Je trouve que c'est vraiment une super question. Ce qu'on essaie de faire dans Terraforma, alors on est juste au balbutiement de ces premières tentatives pour recoder autrement. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter toute fixité, justement, de se dire la question, c'est pas de remplacer un système de notation par un autre, parce que c'est ça que vous dites, on fait des cartes. Vous connaissez les cartes GPS, les cartes qu'on avait dans nos classes à l'école, avec des frontières, un codage très particulier. L'idée, c'est pas de remplacer un codage par un autre codage. L'idée, c'est de dire, en fait, on a besoin de s'équiper de nouvelles sortes de cartes, mais qui sont infinies. En fait, il faudrait qu'on ait presque une carte par lieu, ou une carte par question. Vous voyez, c'est une manière un petit peu de répondre à votre objection, parce qu'on s'est fait de la même, on s'est dit, mais on ne peut pas remplacer un système de notation par un autre, autrement on retombe sur le problème. Voilà, donc ouvrons au maximum et expérimentons avec le plus possible de cartes. Et donc Terraforma, en fait, c'est un atlas ouvert. On a envie, et la société, c'est sorti en 2019. En fait, il y a plein de gens qui ont fait d'autres cartes complètement différentes des nôtres, mais sur cette idée de faire proliférer un petit peu les modèles. Moi, il me semble que c'est une des voies aujourd'hui pour éviter cette uniformisation que vous créez à juste titre dans les notations, dans les conventions. Est-ce que ces cartes sont un outil diplomatique? Alors, complètement. Est-ce que ces cartes sont un outil diplomatique, demandez Claire? Elles ne sont que ça, en fait. Et justement, on a une jolie préface de Bruno Latour dans la version américaine de Terraforma, où il nous a vraiment éclairé là-dessus. Les cartes, tu sais ça mieux que personne, Philippe, mais les cartes, ça sert à négocier. Alors, ça peut servir à faire la guerre, les cartes telles qu'on les a faites en Occident. Des cartes qui sont là pour mesurer les territoires, savoir quels sont les fronts, où est l'ennemi. Voilà, ça c'est une forme de cartographie qui permet de faire la guerre. Et puis il y a des cartes qui sont bizarres peut-être, qui servent à négocier, qui servent parce qu'elles doivent être parlées déjà. C'est des cartes qui ont besoin d'être expliquées, c'est des cartes qui ont besoin d'être racontées. Voilà, donc la carte comme objet de frontière, comme objet de négociation, effectivement, tu as raison de raccrocher ça à la discussion de ce soir. Je crois que c'était une des idées aussi. Dans ce cas-là, si on démultiplie les cartes, on est obligé de négocier sans cesse de quoi on va avoir, de quelle carte on va avoir besoin, comment on la produit,
selon quelle légende, quel système de notation, qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on rend visible. Voilà, ça réouvre toutes les questions politiques qui sont les nôtres. Si j'ai une conviction, c'est que ça ne pourra être intelligible et possible, cette relation entre humain et non humain, et des formes de traitement, j'ai envie de dire, propres, honorables, de la relation humaine, que si on introduit le fait que les humains sont constitués en institutions, en rapports sociaux extrêmement forts, extrêmement durs, en rapport de domination. Il y a une situation humaine, mais cette situation humaine, elle est plus que traversée par des fractures. Voilà. Comment on peut parler de relations humain-non-humain? J'ai dit que vous ne faites pas, certains d'entre vous le font, sans parler d'extractivisme, sans parler d'industrie. Vous l'avez fait, l'industrie alimentaire, etc. Alors, mon dernier point, c'est pour dire la chose suivante. Si moi, je me suis converti au commun, à Osmor, etc., et si j'en suis maintenant un des défenseurs, je crois, importants, enfin, en tout cas, pour moi, c'est une théorie tout à fait importante, c'est parce que dans la notion de commun, il y a justement, vous y avez fait référence à un moment, il y a justement le fait qu'il y a un système de droits et d'obligations dans la communauté qui fait partie d'un commun. Donc, ça veut dire que la relation à l'écosystème, c'est ça un commun. Un commun, c'est la reproduction conjointe de la communauté humaine et de l'écosystème dans lequel elle vit. Et c'est pour ça que les droits de prélèvement, par exemple, en commun, ils sont codifiés, limités, contrôlés, etc. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un commun, c'est gardé, c'est le contraire d'une ressource ouverte. Un commun n'est pas soumis à la prédation. Un commun préserve la prédation. C'est la définition même du commun. Donc, voilà. Là, on a une relation humain-humain qui est médiée par le fait que les humains eux-mêmes sont soumis à des règles de respect des relations entre eux et des relations avec leur environnement. Donc, c'est un peu ça ma question. Ma question, c'est, la question, c'est, ma question, ma remarque, je vais partager avec vous, jusqu'où vous pensez que, pensez précisément en termes de commun, sans que je viens de le dire, hein, c'est-à-dire des formes d'organisation qui permettent, je répète, la reproduction conjointe de la communauté humaine et de l'écosystème dans laquelle elle est insérée, dont elle vit, qu'elle anime, qu'elle modifie, qu'elle transforme, qui la transforme, etc. Dans quelle mesure vous pensez que c'est une bonne voie pour commencer à mieux penser, non pas cesser de penser, mieux penser la relation humaine-humain? Parce que si on reste à ce niveau de très haute généralité, j'ai bien peur qu'on arrive nulle part. J'ai vraiment bien peur qu'on arrive nulle part. Voilà, donc c'est tous les trucs d'Ostrom que vous connaissez sur la gouvernance polycentrique, etc. C'est ça. On n'a pas besoin d'attendre une négociation générale dans les codes. On peut commencer à fabriquer des communs partout là où on est et commencer à instaurer des formes de relations avec le non-humain, avec l'autre humain, etc., dans lesquelles les écosystèmes commencent à... Les droits des écosystèmes sont reconnus avant même d'être proclamés, d'une certaine manière. Et les milieux de vie conditionnent la reproduction des humains eux-mêmes. Bon. Voilà ma question. Ma question, c'est quelle place vous donnez au commun dans cette réflexion aujourd'hui et demain? Je pense qu'au-delà des communs, il y a un travail de réforme des concepts absolument fondamental, de façon à penser en termes cosmopolitiques, c'est-à-dire en termes d'institutions qui permettent les interactions entre humains et incluent les non-humains dans les interactions sociales. Le naturalisme, ce qu'on appelle le naturalisme ou la modernité, a eu pour conséquence d'épurer les non-humains de la cité et pour n'y laisser que les humains et les institutions sociales qui gouvernent les non-humains devenant pour l'essentiel des ressources ou des sources de satisfaction
s'il y a une chose que l'anthropologie nous enseigne, c'est que les cosmopolitiques, dans le sens que j'ai indiqué au début, c'est-à-dire dans lesquels l'humain et non-humain sont régis ou soumis par à des institutions plus englobante sont la chose commune. Et ces institutions, elles ont été forgées par les humains, ça va de soi. Je prends souvent un exemple qui est celui des termes au moyen desquels on désigne ce qu'on appelle en anthropologie des groupes de filiation, des clans, des lignages, etc. C'est-à-dire des ensembles humains qui se réclament comme étant une descendance commune vis-à-vis d'un ancêtre commun. Quand on regarde le sens qui est donné aux termes qui sont dans chaque société où des institutions de ce type-là existent, assez clans et lignages, on s'aperçoit qu'ils incluent toujours beaucoup plus que des humains. Ils incluent des territoires, ils incluent des troupeaux, ils incluent des divinités, des esprits, etc. Autrement dit, cette séparation que nous avons coutume de faire entre les institutions humaines et puis les lois qui régissent la biologie et le comportement des non-humains, c'est une séparation arbitraire qui rend très très difficile de réincorporer dans un même ensemble humain et non-humain. Mais ces institutions, telles que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anthropologie nous en donne le témoignage, sont toujours des institutions humaines. Là encore, on revient à la question du langage. Je pense qu'il y a une forme d'ordre-consentiste dans laquelle il est très difficile d'échapper. Simplement, l'expulsion des non-humains de la cité a eu comme conséquence à la fois une sorte d'emballement de l'exploitation des ressources, mais aussi la difficulté pour nous, faute d'outils conceptuels adéquats, à penser la situation dans laquelle nous vivons maintenant, dans laquelle, disons, on appelle traditionnellement l'anthropocène, dans lequel les humains sont devenus ce qu'on appelait jadis une force naturelle. C'est-à-dire, effectivement, en dissociant complètement les institutions qui régissent les humains et celles qui gouvernent les non-humains, on a beaucoup de mal à concevoir un monde commun dans lequel les humains et non-humains seraient, en somme, coexisteraient dans un même ensemble avec des principes de fonctionnement commun. Moi, je voulais essayer de répondre sur un autre point de votre question, quand vous avez parlé de malaise. C'est très important parce que je crois que vous mettez le doigt sur, c'est une vaste question, mais sur ce qui est, je crois, un grand malentendu. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Pour aller vite, c'est quoi le malentendu? C'est le malentendu entre certains des économistes atterrés et une certaine pensée matérielle. Je vais à la hache, mais vous voyez ce que je veux dire? L'idée que... Voilà, non, mais j'essaie de mettre le doigt sur ce malentendu. Je crois que c'est un malentendu. Je vous explique pourquoi. Ce que vous avez dit sur oui, quand vous parlez d'humain, non-humain, vous faites comme si c'était des relations entre espèces, etc. J'essaie de reformuler votre question. Comme si, finalement, il n'y avait pas de rapport de domination, de rapport de pouvoir, de rapport d'exploitation, etc. En fait, il me semble qu'on ne parle que de ça. C'est-à-dire que ce que vous m'avez un tout petit peu reproché de ne pas citer, pour moi, c'est j'aurais dû commencer par là, on n'avait qu'une demi-heure. C'est la base. En fait, toutes les questions dont on parle viennent d'un constat qui est l'extractivisme, terraformat, ce livre dont je vous parle. Il part d'une chose, il part de deux jeunes architectes de 30 ans qui doivent, en tant qu'architectes paysagistes, travailler sur des territoires ravagés, morts, la vallée de la Chimie à Lyon, les friches à Marseille. Elles viennent me voir en disant « Regarde ce sur quoi on travaille. On est sur des sols morts. Comment on représente ça ?» Donc, pour moi, c'est tellement, si vous voulez, le point de départ de tout ce travail
c'est vrai que parfois j'omets de rappeler à quel point tout part de l'extractivisme, etc. Y compris les relations, quand on parlait d'extension de la représentation politique, ça part de quoi? Ça part de l'écoféminisme, ça part de l'extension déjà de la représentation politique aux femmes. Donc il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la pensée dont on parle ici, elle est fondée sur une lutte préalable d'intégration, non pas des non-humains, mais des humaines déjà. Donc cette filiation-là, extractivisme, féminisme, rapport de pouvoir, rapport de domination, rapport de force, il me semble qu'elle est, en tout cas moi, telle que je comprends aujourd'hui l'écologie, elle est intrinsèque à l'écologie. Et vous faites bien de le rappeler. Ma seule question c'est, est-ce que si on fait ça jusqu'au bout, et je ne doute pas que c'est votre intention, c'est bien sur ces catégories-là qu'on va arriver, diplomatie, ambassade, parole. Je ne suis pas sûr, vous voyez? C'est ça ma question. Est-ce que ces catégories-là, elles ne s'élaborent pas dans une sorte de bocal? Même si par ailleurs, j'ai aucun doute sur le fait que vous savez que l'exploitation ça existe, que les rapports de domination, que l'extractivisme, ça existe. Mais si on prend ça vraiment au sérieux, hein, les catégories sur lesquelles on va arriver sur la relation humain-non-humain ne sont pas nécessairement celles sur lesquelles on est maintenant. Voilà. C'est tout, hein. Pas plus. Même en dehors de ça, mettons, je posais quand même la question d'une possible instance diplomatique pour les biens communs. Je donne que vous me disiez ce que vous en pensez. Ah ben, on ne veut pas. Moi, je suis plutôt stromien là-dessus, c'est-à-dire je suis pour la gouvernance polycentrique. Ostrom, elle dit si une COP, la diplomatie est pure, si une COP pouvait résoudre le problème, alors là, je m'arrête tout de suite, je vais à la pêche à la ligne ou je ne sais pas quoi, et j'applaudis des deux mains. Mais les COP ne résoudront jamais. Donc la diplomatie, au sens classique du terme. Voilà. Donc, on ne perd pas de temps, et on fabrique le commun, et on fabrique une relation à la nature, à l'environnement, etc., respectueuse, bon, et par là même, on lutte contre l'anthropocène. Et évidemment, on pousse pour que la diplomatie, de son côté, aboutisse à des choses. Moi, il y a un truc d'Ostrom que j'adore, c'est on lui disait ah bon d'accord, ça y est, on a compris, donc c'est avec vos petites communautés que vous allez lutter contre le climat. Et elle répondait ah bon, parce que c'est sans mes petites communautés que vous allez lutter contre le climat. Voilà, c'est ça ma réponse. Je peux répondre juste une dernière fois parce que là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais dire quand même sur le théâtre des négociations, donc cette fausse COP, c'est à quel point ça nous a appris, à quel point ça ne marchait pas. Voilà, ça c'était. Et je repars de là parce que c'est aussi une manière de rendre hommage à notre ami commun Bruno Latour qui est parti de cette idée de refaire le Parlement des choses en s'associant des COP. Et qu'est-ce qu'il a fait les dernières années de sa vie, Bruno? Il a fait tout l'inverse. Il est allé à Saint-Julien, à Bienrac, on en parlait tout à l'heure, en Haute-Vienne, il est allé travailler avec les communautés sur des endroits hyper locaux. C'était son dispositif où atterrir, voilà. Et les gens lui disaient, mais Bruno, qu'est-ce que tu vas faire passer 6 mois à Saint-Julien avec 12 personnes? Voilà. Et je crois que c'est une belle manière de lui rendre hommage, de rappeler à quel point c'est à cet endroit-là et à cette échelle-là, finalement, qu'il a décidé de passer toute la personne. Vous avez parlé de la nécessité, vous avez un peu dit qu'il faut faire des efforts d'imagination. Alors, je pense que ça renvoie chez nous, ce mot imagination, à quelque chose. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce pouvoir de l'imagination chez les hachoirs, par exemple? Quelle place a l'imagination? Parce que le mot, on en comprend sûrement des choses un peu différentes chacun, mais globalement, ça va être la même chose. Chez les hachoirs, qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'imagination, s'il vous plaît?
c'est la capacité de faire des expériences de pensée indépendamment des événements de la vie quotidienne. C'est-à-dire de se transporter par la pensée dans des formes d'expériences sensibles ou intellectuelles qui divergent de la situation présente. Chez les Achuas, il me semble qu'elle n'existe pas sous cette forme-là, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la socialisation fait qu'on est conduit à inférer certaines choses, comme nous sommes aussi en trouvant des indices que d'autres ont laissés pour nous. L'imagination, par exemple, moi je suis un scientifique, et l'imagination scientifique c'est quelque chose de fondamental. C'est quoi le développement? Là je parle sous le contrôle de Frédéric. C'est quoi la grande, ce qu'on appelle la révolution scientifique au XVIIe siècle? C'est qu'on a imaginé, on a fait des expériences de pensée pour vérifier les conditions expérimentales. Ça fait très longtemps qu'on fait des expériences pour je ne sais pas, en poterie, pour augmenter la cuisson, la chaleur d'un four, pour modifier la composition de la terre, pour faire un pot, la chimie des pigments, tout ça c'est des chimies. On n'a pas arrêté d'expérimenter, les humains n'ont pas arrêté d'expérimenter depuis 200-300 000 ans. Enfin, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, qui me paraît absolument fondamental, c'est qu'on a imaginé une expérience de pensée qu'on a ensuite réalisée sous forme expérimentale. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui n'a pas été fait ailleurs, même dans des civilisations